Le 6 décembre 1900, Joseph Moore a bravé le vent hurlant et la pluie battante pour mettre pied sur l'île isolée. Il a monté les marches du phare, pensant trouver 3 gardiens dans la salle de veille. Mais elle était vide. Lampes éteintes, portes closes, gardiens disparus. Ce fut l'un des mystères les plus étranges de l'histoire moderne, mêlant fantômes, espions et des notes de journal angoissantes. Les îles Flannan, dans les Hébrides extérieures d'Écosse, sont l'un des endroits les plus isolés des îles britanniques, sans habitants. Les îles subissent des vents constants et d'énormes houles de l'Atlantique Nord qui peuvent empêcher tout débarquement plusieurs jours ou semaines. Le phare fut commandé en 95 après la perte de nombreux navires lors de tempêtes. La mer agitée a retardé sa construction de 4 ans. En décembre 100, le temps était atroce. Le 15, un vapeur de Philadelphie à Leyte a constaté qu'il ne voyait pas la lueur du phare. Perché sur le point le plus élevé d'Ellenmoor, le bâtiment était plongé dans l'obscurité, un grave danger pour tout navire traversant la zone. Le capitaine a signalé le phare éteint à son arrivée, mais le message n'est jamais arrivé au port du phare du Nord. Ce n'est que le 6 décembre que le ravitailleur de phare Hesperus atteignit l'île. Le capitaine James Harvey a fait sonner la corne du navire, attendant les 3 gardiens sur la colline, sans succès. Il a tiré une fusée éclairante au-dessus du phare, mais personne n'est venu. Le gardien James Duckett, le premier assistant Donald MacArthur et le second assistant Thomas Marshall étaient réputés fiables et très robustes, mais le travail au phare restait éprouvant. Le planning prévoyait 6 semaines de travail, puis 2 de repos, avec 4 hommes en rotation. Joseph Moore, gardien remplaçant, est monté sur la plateforme d'atterrissage, pensant trouver son collègue. Il n'a trouvé qu'un silence inquiétant, ce qui était très inhabituel. Alors que la pluie fouettait ses joues, Moore s'est préparé et s'est lancé à l'assaut de la colline, gravissant les 160 marches jusqu'à l'entrée du phare. En franchissant la porte, il a trouvé les quartiers et le magasin vide, les lits défaits, la cheminée froide et l'horloge arrêtée. Moore frissonna, repensant aux vieilles histoires qu'il avait entendues sur cet endroit, selon lesquelles l'île abritait un esprit malveillant. Autrefois, les bergers y amenaient leurs troupeaux. L'île était réputée guérir les animaux malades et aider les brebis à avoir des jumeaux en bonne santé. Mais les bergers avaient une règle, ne jamais y passer la nuit. Moore savait que c'était de la superstition. Il savait que Duckett, le gardien principal, n'aurait jamais quitté le phare ni ignoré un appel de navire. Avec une femme et 4 enfants, Duckett était digne de confiance. Pendant 20 ans, il avait été gardien et durant tout ce temps, il faisait rarement, voire jamais d'erreur. MacArthur, gardien chevronné avec une famille, contrastait avec Marshall, 28 ans et moins expérimenté. C'était un homme enclin à l'agitation, à paniquer et à commettre des erreurs. Moore revint sur l'Hesperus et l'équipage chercha bientôt les disparus. Ils fouillèrent chaque dépendance et recoin de la falaise. Sur une île si isolée, accessible seulement par des professionnels, il y avait peu de cachettes. Rien n'avait de sens, les hommes ne disparaissent pas ainsi. La situation était d'autant plus déroutante que la veste cirée d'un des hommes restait accrochée dans le logement. C'était celle de MacArthur. En hiver, il n'aurait pas quitté le phare sans elle, mais ses bottes, comme celles des autres, avaient disparu. Cela voulait-il dire qu'ils étaient sortis précipitamment, pris de panique, et n'étaient jamais revenus? Cela pourrait aussi expliquer pourquoi il y avait de la nourriture à moitié mangée dans la cuisine, et pourquoi l'une des chaises avait été renversée. Le navire a envoyé un télégramme au continent. À notre arrivée, aucun signe de vie sur l'île. Le capitaine Harvey ne pouvait que spéculer sur les événements. Il a écrit « Pauvre gars, emporté par le vent ou noyé en sécurisant une grue ». Mais quand les enquêteurs du Northern Lighthouse Board sont arrivés, l'idée que les hommes soient tombés d'une falaise n'avait aucun sens. Plus ils examinaient, plus l'affaire semblait étrange. L'escalier en fer menant à la plateforme était tordu et endommagé. Harvey avait évoqué la grue car les cordes et flèches sur la plateforme étaient éparpillées comme si elle avait été violemment frappée. Une caisse de ravitaillement gîtait sur la falaise, son contenu dispersé près d'un rocher déplacé d'une tonne. Les tempêtes de la semaine avaient été violentes, mais elles ne déplacent pas habituellement d'aussi gros rochers sur la falaise. Le gazon avait été arraché et traîné sur 10 mètres. Si vous étiez superstitieux, comme beaucoup alors, vous croiriez que l'île avait subi l'attaque d'un serpent de mer ou d'un esprit maléfique. À la découverte des journaux de bord, l'explication paraissait plausible. L'une des dernières notes, du 12 décembre, venait du plus jeune gardien, Thomas Marshall. Il a noté qu'il faisait face à des vents violents, comme il n'en avait jamais vu en 20 ans.
Cela était inhabituel, mais le plus troublant était que James Duckett, selon Marshall, était resté très silencieux. Il n'était pas du genre à se replier par mauvais temps. L'entrée concluait que Donald MacArthur avait pleuré. Ces hommes endurcis ne pleuraient jamais. Lors des tempêtes, MacArthur, vieux briscard, en avait affronté des centaines. Sur le continent, il était réputé bagarreur dans les tavernes, se battant pour le plaisir. Il n'avait aucune raison de pleurer à cause du vent et de la pluie. Puis vint le 13 décembre. Marshall raconte que les hommes, blottis dans la salle de veille, priaient alors que la tempête frappait l'île, bien qu'il soit à plus de 45 mètres au-dessus de la mer, dans un bâtiment en béton épais, avec nourriture et vêtements chauds. C'était un phare moderne. Même pendant un ouragan, ils auraient été en sécurité et l'auraient su. Alors pourquoi priaient-ils? Qu'avaient-ils vu? Et si cela n'était pas déjà assez étrange? Les bulletins météorologiques du continent indiquaient qu'il y avait eu quelques fortes tempêtes. Et elles avaient donc commencé le 17 décembre, du 12 au 14, alors que ces hommes aguerris semblaient aller pleurer et prier. Le temps était exceptionnellement calme. La question: Marshall mentait-il et pourquoi? Que voulait-il cacher? Sa dernière note, du 15 décembre. Tempête finie, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. Que pouvait-il essayer de dire? Robert Myrehead, le surintendant du Conseil des phares, s'est concentré sur les preuves tangibles. Les preuves montraient qu'ils étaient assortis ensemble, en sachant enfreindre le règlement. Quoi qu'il en soit, cela impliquait les dégâts sous la grue et la caisse brisée. Les hommes avaient-ils essayé de la récupérer lorsqu'ils ont soudainement été emportés par la mer? C'est ce que pensait Robert Myrehead lorsqu'il a rédigé son rapport officiel. Je suis d'avis que un important volume d'eau, s'élevant au-dessus des hommes avant de retomber sur eux, les avait emportés avec force, mais il se produisait bien plus encore. L'histoire débutait à peine, et allait devenir étrange. Les habitants ont accueilli avec scepticisme la conclusion de Robert Myrehead, relayée par les journaux. 3 hommes expérimentés auraient-ils vraiment pu ne pas voir une énorme vague arriver? L'un d'eux serait-il sorti dans le froid, juste en chemise de coton, en décembre? Où étaient les corps? Et puis, il y avait le principal problème. On disait que la mer était calme ce jour-là, mais on pensait que les hommes avaient été emportés par une vague. Les notes de Marshall sur des pleurs et prières étaient incompréhensibles pour ceux connaissant ces hommes, et insultaient de leur réputation ainsi que leur famille. Pour beaucoup d'habitants qui avaient grandi dans un endroit aussi sauvage et isolé, cette explication ne pouvait signifier qu'une chose, une force surnaturelle. L'île possédait les ruines d'une chapelle liée à Flanin Mactorobic, devenu Saint Flanon. Pendant des siècles, les pèlerins visitaient l'île avec précaution pour ne pas contrarier les esprits locaux. On disait que toute personne qui mettait le pied là-bas devait retirer son chapeau et tourner lentement sur elle-même, en faisant un tour complet en atteignant le sommet de la colline. Ces îles ont été autrefois connues, notamment sous le nom des 7 chasseurs. Ces rituels étaient censés éloigner le fantôme des 7 chasseurs. On pensait que l'esprit hantait l'endroit depuis l'époque pré-chrétienne, lorsque les Pictes utilisèrent les îles comme lieu de sépulture. C'étaient ces âmes anciennes et tourmentées qui exigeaient le respect. Elles étaient la raison pour laquelle les paysans médiévaux y emmenaient paître leurs moutons. Mais ils prenaient soin de ne pas déranger les morts. Des siècles plus tard, ces peurs demeuraient. Lors de la construction du phare à la fin du 19e siècle, peu d'hommes acceptaient d'y travailler. Personne ne voulait rester seul sur l'île la nuit. Beaucoup pensaient qu'elle était maudite, et c'est pourquoi tant de navires s'étaient échoués dans les eaux environnantes. Joseph Moore, le gardien de garde, a sûrement renforcé la théorie du fantôme en colère. Après son retour sur le continent, il a déclaré aux journaux qu'en posant le pied sur l'île, il avait ressenti une présence sombre et une profonde mélancolie. L'explication paranormale aurait été embellie. Un poème de 12 vers aurait inventé des détails comme la chaise renversée et le repas intact. Les médias britanniques ont rapporté cela, mais aucune preuve n'existe. Cependant, il est certain que les îles étaient entourées de superstitions. Difficile de dire si ces histoires d'esprits sont des inventions modernes. Il est donc peu probable que des hommes aient disparu à cause d'esprits. Mais le journal de bord est-il exact, mot pour mot? Le 12 décembre, Marshall a écrit « Mer déchaînée par la fureur ». Jamais vu une telle tempête, d'énormes vagues frappent le phare James Duckett. Irritable, Marshall a dit qu'il a vu un autre navire, impossible de sortir, un navire passe, il fait retentir sa sirène. La corne de brume voyait les lumières des cabines, Duckett silencieux, MacArthur pleurait. Si c'est vrai, les hommes n'ont pas quitté le phare, mais peu après, ils priaient et allaient disparaître. Comment l'expliquer?
Certains ont d'abord spéculé que Marshall avait menti, et que les 3 hommes avaient quitté le pays en bateau pour une nouvelle vie. Mais pourquoi ? 2 hommes étaient mariés avec enfants. Il est donc peu probable qu'ils aient quitté leur famille. Une autre théorie évoque un enlèvement par des espions étrangers. Les espions ont peut-être forcé Marshall à écrire dans le journal, où c'était une affaire criminelle. Les journaux de l'époque ont spéculé que l'un des hommes aurait pu tuer les 2 autres à cause d'un crime, puis aurait été récupéré par ses complices. La caisse brisée contenait-elle quelque chose de précieux ? Un autre élément criminel possible. 3 hommes seuls sur un rocher durant des semaines peuvent se disputer. MacArthur avait d'ailleurs un tempérament notoire. On disait sur le continent qu'un mot de travers suffisait pour qu'il frappe. Aurait-il tué un homme d'un coup de poing, et l'autre comptait-il le dénoncer ? Il n'y avait nulle part où fuir. MacArthur aurait pu les tuer tous les 2 et jeter leurs corps à la mer. Sinon les 3 auraient pu se battre et tomber du haut de la falaise. Mais avant de considérer cette théorie, nous devrions nous demander si les entrées du journal de bord étaient même réelles. Nous en entendons parler pour la première fois dans un livre du journaliste Vincent Gaddis, qui a popularisé les mystères paranormaux et inventé le terme triangle des Bermudes. Dans les années 60, il fascinait avec ses histoires étranges, mais sa réputation actuelle est médiocre. Son travail est critiqué pour ses exagérations, le manque de sources ou des mensonges. Ceux qui ont navigué savent que les journaux officiels notent seulement l'essentiel, pas des récits personnels. Ils servent à consigner la météo, la visibilité et les opérations, pas les émotions ou tensions. Même en considérant que c'était un phare, pas un navire, il est peu probable qu'un jeune gardien subalterne à 100 écrive des remarques peu flatteuses sur ses supérieurs dans un registre officiel. D'où provenaient ces entrées du journal de bord ? Gaddis disait tenir sa source d'un article « Vraies histoires étranges » paru en août 1929. Ernest Fallon, l'auteur, affirmait tenir les détails du journal de bord de sources anglaises, sans les nommer, fournir des copies ou expliquer comment il a eu accès au matériel. Aucun document original n'a jamais été présenté. Donc, en gros, il disait simplement « Faites-moi confiance ». Consulter les archives du Northern Lighthouse Board révèle une version différente. Selon eux, la dernière entrée, datée du 13 décembre, n'a pas été inscrite dans le journal de bord. Elle a été inscrite à la craie sur une ardoise pour être transférée plus tard. Elle ne contient aucune mention d'homme en train de pleurer, de prier ou de craindre la mort. Ces détails n'apparaissent pas dans le registre officiel. Ils étaient sans doute issus du journalisme sensationnaliste du début du XXe siècle. Une question demeure. Comment 3 hommes expérimentés ont-ils disparu et pourquoi y avait-il des signes évidents de violence, alors que la météo était largement annoncée comme calme et sans tempête ? Examinons un scénario probable. Duckett et Marshall étaient dehors en train de travailler sur la grue. Le beau temps n'assure pas une mer calme. Même ici, dans l'Atlantique Nord, de fortes vagues peuvent surgir par bonnes conditions. Des grains locaux, ou l'interaction de systèmes de vagues, peuvent créer des vagues très grandes, non forcément détectées par les stations météorologiques du continent. Peut-être que les 2 hommes travaillaient en bas. MacArthur, voyant une énorme vague arriver, n'a pas mis son manteau, faute de temps. Il savait qu'à cause des ravines, corniches et grottes marines de l'île, une grosse vague pouvait frapper les rochers, jaillir et refluer. Hommes, matériel et terre pouvaient disparaître avec elle. Marshall avait aussi été récemment condamné pour perte de matériel pendant une tempête. Si les conditions s'étaient aggravées, les hommes auraient pu être dehors à sécuriser du matériel. MacArthur aurait alors couru les prévenir et tous auraient été emportés. Une version plus probable. Un homme emporté. MacArthur court l'aider. Puis lui et un second sont emportés par une autre vague. Vague scélérate. Les vagues scélérates peuvent survenir en série. Certains rapports mentionnent 2 ou 3 pics extrêmes successifs avant que l'interférence ne dissipe la houle. On parle parfois de trains de vagues scélérates. Autrefois, de telles vagues ont coulé d'immenses paquebots et des plateformes. Puis la mer s'est calmée aussitôt. C'est l'explication la plus probable. Des internautes se demandent comment une vague scélérate peut arracher le gazon à 45 mètres, alors qu'elle ne dépasse généralement pas 30 mètres. Une vague assez grande aurait pu atteindre cette hauteur après avoir frappé la falaise. Plier une rambarde en fer, c'est assez étrange. Si la vague pouvait déplacer un gros rocher, elle pouvait aussi traîner un objet lourd contre la rambarde.
Il suffirait d'une vague, même pas énorme. En 1961, une vague scélérate a brisé les fenêtres du phare de l'île Eagle, au large de la côte ouest de l'Irlande, après avoir gravi une falaise de 40 mètres, et s'être élevé encore de 25 mètres. Imaginez Marshall, Duckett et MacArthur, bien plus bas, frappés sur le flanc d'une falaise. C'était sûrement fini pour eux, non ? On ne le saura jamais. Et le phare automatisé empêche que cela se reproduise.